Africains d'ici et de la diaspora, bonsoir. Merci de la confiance renouvelée à votre radio panafricaine Convergence FM, la 103.9. La 103.9, ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans votre émission Afrique géopolitique, Afrique internationale, Léopold Ndiaye. Léopold, bonsoir. Bonsoir Omar. Je rappelle aux fidèles auditeurs et aux Africains d'ici que vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste des questions géopolitiques, vous êtes également formateur, n'est-ce pas? Oui, exact Omar, c'est ça. Donc, je suis écrivain, donc j'ai déjà publié 8 ouvrages et je m'intéresse également aux questions de géopolitique. Merci. Alors, Monsieur Léopold Ndiaye, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un certain nombre de questions qui impactent l'environnement mondial et influent sur les décisions mondiales. Le monde est devenu un village planétaire, le monde est devenu, nous vivons dans une globalisation, dans une mondialisation, ce qui normalement, comme aime le rappeler le président de la République Macky Sall, ce qui touche le pays, un pays de voisin, touche normalement le Sénégal. Alors aujourd'hui, Nelson Mandela aime toujours rappeler que l'éducation est l'arme la plus fatale. Mais depuis un certain temps, l'école sénégalaise vit une crise profonde. Jusqu'à présent, sans remède. Que regard portez-vous et quelle analyse faites-vous d'abord? Oui, merci. Donc par rapport à l'éducation, effectivement, comme le disait Nelson Mandela, l'arme la plus fatale pour un pays ou pour une nation, c'est effectivement l'éducation. Et un peuple qui n'est pas éduqué, quelle que soit la forme d'éducation que ça puisse être, je ne pense pas que ce peuple puisse quand même accéder au développement. Parce que le développement d'une nation commence par le développement individuel de chaque membre de cette nation. Or, le développement d'une personne commence d'abord par le développement de connaissances, de capacités et de compétences acquises par la personne en question. Et ceci ne peut passer bien entendu que par l'éducation. Aujourd'hui, il y a quand même lieu de s'inquiéter au regard de tout ce qui se passe dans notre pays depuis un certain temps, notamment la crise dans le milieu de l'éducation, que ce soit au niveau universitaire comme au niveau moyen et général. Ce sont des grèves cycliques à n'en plus finir, avec des dérapages qui ont bien entendu un impact certain dans beaucoup de domaines. Et principalement, et le plus inquiétant, c'est sur le niveau des étudiants et des élèves. Parce que tout simplement, le quantum horaire dont ils ont besoin pour pouvoir terminer le programme n'est pas respecté. Et par conséquent, le niveau baisse subséquemment. Donc voilà en gros pour une première analyse ce qu'on peut dire sur cette question. Alors l'école sénégalaise, parlons d'abord de l'éducation à la base. Depuis 1981, nous avons assisté à des états généraux de l'éducation. En 2014, le président Macky Sall, 20 ans après, convoque les assises de l'éducation nationale. Mais jusqu'à présent, l'on estime que ce sont les mêmes conséquences qui reproduisent les mêmes effets. Oui, effectivement. Je pense que les états généraux de l'éducation avaient été faits en 81, si je ne me trompe, je pense que c'était avec le professeur Habib Thiam, qui était ministre de l'Éducation. Et depuis lors, moi je pense qu'il y a beaucoup d'assises qui se font au Sénégal. Il y a beaucoup d'états généraux qui se font. Mais le malheur est qu'après avoir tiré les conclusions de toutes ces réflexions, en général, tout est mis dans les tiroirs. Parce que je pense que quand on fait quand même une analyse pertinente dans un secteur et que des pistes aient été dégagées pour pouvoir quand même venir résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent, je pense que le reste se passer à l'action. Mais ça demande quand même une certaine volonté politique, globale bien entendu, parce que je pense que dans un pays, tous les secteurs sont reliés ensemble. Aucun secteur ne peut partir sans l'autre. Je pense que donc il faut une bonne vision globale de nos dirigeants, mais également dans tous les secteurs, il faudrait que quand même, et ça c'est le plus important, qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On se rend compte qu'avec la grève aussi répétitive des syndicats d'enseignants, tel a été le cas en 2012, aujourd'hui également, il était l'intervention des uns et des autres, nous allons vraiment vivre le syndrome de 2012. Est-ce que c'est parce que les deux camps ne se font pas la confiance, ne s'accordent pas une confiance mutuelle? Vous savez, moi je pense qu'il y a un certain problème quand même sociologique qui se pose au niveau du Sénégal, mais surtout au niveau de l'éducation. Si on invoque l'histoire,
ce n'est pas d'aujourd'hui que datent quand même les grèves cycliques dont nous connaissons. Déjà en mai 1968, il y avait cette grève. Et cette grève était partie également, comme pour cette année, malheureusement pour ce qui s'est passé à Saint-Louis, c'était également des revendications de bourse en mai 68. Et durant cette période, qui a commencé le 29 mai 1968, le président Senghor avait pris une décision de réduire de moitié ou même au tiers les bourses des étudiants, mais également de réduire les mensualités de 12 à 10 mois, ce qui n'était pas quand même du goût des étudiants qui se sont révoltés. Il y a eu des dérapages et un étudiant même avait été tué à l'époque, en l'occurrence Salman Khouri, si je ne me trompe, il était de Ziguinchor. Et c'est ça qui a mis la poudre au feu, comme ça s'est passé aujourd'hui également à Saint-Louis. Mais peut-être à la seule différence que aujourd'hui, en mai 1968, après 4 mois de grève, il y a eu quand même des négociations qui ont été entamées. Et toutes les revendications, sans exception des étudiants, ont été acceptées par le président Senghor. Et notamment, l'une des grandes décisions que Senghor avait prises à l'époque, c'était d'abord de remplacer le ministre de l'Éducation de l'époque, Amadou Mokhtar Mbow. Il l'avait remplacé par le professeur Hassan Sek. Et il avait lui-même pris en charge le ministère des Forces armées. Donc, c'était l'une des grandes décisions qu'il avait prises, après avoir bien entendu décrété l'état d'urgence et négocié avec les étudiants et les syndicats d'enseignants. Mais comme pour aujourd'hui également, les syndicats d'enseignants étaient rentrés dans la danse pour soutenir, notamment avec l'UNTS de l'époque, l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, qui était venu également soutenir les étudiants en même temps que les élèves des lycées et collèges. Donc, il y avait beaucoup de dérapages qu'on déplore et qui continuent encore à arriver. Et à l'époque, l'une des choses que Senghor avait fait pour pouvoir mater un peu le mouvement étudiant, c'était d'abord d'emprisonner certains parmi eux, comme le professeur Abdoulaye Bathily à l'époque, et d'enrôler certains de force dans l'armée, qui étaient des dirigeants comme le professeur Abdoulaye Bathily également, et Mamadou Diop Decroix. Mais ça n'avait pas arrêté le mouvement. L'autre mesure malheureuse qu'il avait prise, c'était de prendre tous les étudiants africains qui étaient à l'université de Dakar et de les rapatrier chez eux. Mais lorsqu'il l'avait fait, les étudiants de Dakar avaient riposté et réclamé le retour de ces étudiants, ce qui avait également été fait. Parce que comme aujourd'hui on le constate à l'UCAD à l'époque également était comme une Afrique en miniature, où il y avait des Togolais, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens, etc. Une fenêtre ouverte en Afrique de l'Ouest. Maintenant, après 1968 également, nous sommes arrivés en 1988, où on a connu une année blanche. À l'époque, j'étais en classe de première. C'était la première fois que je connaissais une année blanche. Et c'était presque les mêmes motifs qui revenaient. En 1993-94, on a également connu l'année invalide. L'année invalide, j'étais déjà à l'époque à l'université de Dakar en faculté de droit. Et je me rappelle, c'était quand même l'une des années les plus dures, les plus charnières pour le mouvement étudiant. Donc, à l'époque, je me rappelle très bien, parce que je ne peux pas oublier cette année, non seulement elle a été déclarée invalide, mais également, à l'époque, j'étais politiquement très actif avec Modou Diagne Fada, on était toujours ensemble dans le mouvement étudiant, et nous avons fait 6 jours de grève de la faim pour libérer les opposants qui étaient emprisonnés. En l'occurrence, Abdoulaye Wade, le professeur Abdoulaye Bathily, donc Cheikh Tidiane Sy et consorts. Et voilà que, quelques années après, l'histoire encore bégaye. Ça se répète. Et c'est malheureux. Et je disais avant-hier à un ami, vous voyez, nous avons tous été étudiants. Mais il faut comprendre la mentalité d'un étudiant. Quand il est à l'université, il n'écoute personne. Il n'écoute personne parce que tout simplement, c'est le milieu ambiant de l'université qui le demande. Et aujourd'hui, quelqu'un disait dans les réseaux sociaux qu'on ne peut pas comparer la bourse de l'étudiant au salaire. Si, je dis que comme on dit en Wolof, c'est une bourse. La bourse de l'étudiant, c'est ce dont l'étudiant a besoin pour pouvoir se nourrir. C'est le minimum. C'est le minimum vital. Et il y a des étudiants aujourd'hui qui n'ont même pas le billet de transport pour aller à l'université. Oui, j'ai vu ça. Vu ça. Donc c'est incompréhensible. À l'époque, quand je débarquais de Sédhiou jusqu'ici, voilà, c'était pas facile. Donc c'est vraiment incompréhensible que depuis l'ouverture de l'année académique, qu'on ne puisse pas payer quand même des bourses à des étudiants. Alors, ce même système, c'est
beaucoup ont qualifié qu'il faut refonder le système éducatif sénégalais parce que le système, il est malade, il est devenu incompréhensible, il est méconnaissable. Que répondez-vous? Oui, je pense que le système éducatif sénégalais quand même est malade. Est malade, mais il faut un diagnostic sincère. Même s'il est vrai qu'il y a un diagnostic qui avait été fait, on l'a rappelé tout à l'heure, auparavant, mais que deviennent ses conclusions? Et ces conclusions, aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même les réactualiser. Et aujourd'hui, non seulement il faut une certaine volonté politique de la part des dirigeants de ce pays pour que l'éducation dans laquelle on injecte beaucoup de milliards, que quand même cette éducation puisse être prise à bras le corps. Le président a rappelé hier qu'il a investi plus de 51 milliards de francs CFA uniquement pour les bourses et la formation. Oui, mais je pense que comment se fait-il qu'on puisse injecter 51 milliards pour les bourses et qu'on parle aujourd'hui encore de bourses, de retard de paiement de bourses? Il faut revoir le système. À l'époque, nous, on n'avait pas de carte GAB pour aller se faire payer les bourses dans une banque. On ne faisait pas là que dans une banque. Toutes les bourses étaient payées au niveau du campus social, au niveau du COUD. Mais aujourd'hui, c'est bon quand même. Je ne vois pas de mal à ce qu'on digitalise le paiement des bourses. C'est bien, mais il faut des mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement doivent se faire en amont comme en aval. C'est-à-dire la banque qui est chargée de procéder au paiement des bourses, je pense qu'il doit prendre toutes les dispositions en interne pour que les bourses puissent être payées à temps. Parce que le secteur des étudiants, c'est un secteur vraiment sensible et qu'on doit gérer avec beaucoup de doigté, mais avec également une très grande vision. Parce que ces étudiants, c'est vraiment l'avenir de demain. Alors, on se rappelle également que beaucoup d'étudiants ont été tués. On se rappelle de Balagueye. On se rappelle également de Mohamedou Diop en 2012, Balagueye en 2001, Bassirou Faye en 2014. Aujourd'hui, c'est Mohamedou Falloussen de l'IGB. Est-ce que c'est, n'est-ce pas, un goutte d'eau qui a débordé le vase, ou bien le vase ne peut plus contenir même de l'eau parce qu'il y a tellement que ce sont les mêmes revendications, ce sont les mêmes problèmes, c'est devenu vraiment des choses récurrentes dans la vie. Oui, effectivement, c'est vrai. Et j'en profite quand même pour présenter mes condoléances à toute la famille estudiantine, mais également à toute la famille de feu Mohamedou Falloussen. Tout le monde déplore cet état de fait. Mais moi, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Pourquoi les forces de l'ordre sont rentrées dans l'université jusqu'à ce qu'il y ait eu ce dérapage? Or, tous nous savons qu'en 1994, il y a une loi qui avait été votée, la loi 94-119, donc du 24 novembre 1994, et qui met en place les franchises et libertés universitaires. Mais je pense qu'il y a un problème de compréhension ou d'interprétation même de ces franchises. Parce que cette loi définit l'espace universitaire. L'espace universitaire, selon cette loi, c'est là où se mènent les cours et les recherches effectuées par les étudiants et les enseignants. Ça veut dire donc, en clair, l'espace universitaire, selon cette loi, c'est la faculté. C'est le campus pédagogique. Donc, le campus social ne fait pas partie de l'espace universitaire. Ça veut dire que là, il y a un problème. Deuxièmement, selon cette loi, pour que les forces de l'ordre puissent pénétrer dans l'université, il faut qu'il y ait une réquisition du recteur. Il faut qu'il y ait une réquisition du recteur, mais il faut d'abord que l'assemblée de l'université donne son aval avant que le recteur ne puisse réquisitionner les forces de l'ordre. Est-ce que ça a été fait à l'université de Saint-Louis? Je ne sais pas. Mais si ça n'a pas été fait, c'est vraiment une faute grave. Deuxièmement, le recteur ne peut requérir les forces de l'ordre sans l'avis de l'assemblée de l'université que si vraiment un danger public se pose et que les biens et services de l'université sont vraiment en danger. Mais à charge pour lui également d'informer après l'assemblée de l'université. Maintenant, pour votre question, c'est vrai que ce sont toujours les mêmes revendications qui sont là. D'abord, et principalement, c'est des problèmes de paiement de bourse. Ensuite, c'est des problèmes de restauration. C'est des problèmes d'hébergement.
Et nous tous, nous avons connu l'Ngente Toubab. J'ai entendu le président Macky Sall dire à l'époque, on connaît l'Ngente Toubab. Il connaît l'Ngente Toubab. C'est vrai, tout étudiant connaît l'Ngente Toubab. Mais l'Ngente Toubab n'a jamais amené des problèmes. Pourquoi on ne peut pas laisser la latitude aux étudiants de manger une fois sans payer, quitte même à trouver un système peut-être après pour qu'ils puissent rembourser? Ce n'était pas quand même, à mon avis, une raison suffisante pour pouvoir quand même créer tout ce qu'il y a eu à l'époque. Ensuite, il se pose également des problèmes d'hébergement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une université qui est construite pour un certain nombre de places, aujourd'hui, toutes les universités, quasiment, dépassent 2 fois ou 3 fois les effectifs. L'université Cheikh Anta Diop dépasse vraiment, je ne sais pas, quadruple plus. En tout cas, l'effectif qui devait être hébergé là-bas. Mais l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, suite après la mort du jeune Mohamedou Falloussen, que ça soit du côté de l'État ou du côté de la famille, du côté de la banque en charge du paiement, ils se tiraillent entre eux, ils se tiraillent par rapport à la responsabilité. Tantôt, l'Ecobank a dit que l'État lui doit 26 milliards de francs CFA. Du côté de l'État, Macky Sall a dit qu'il avait donné des instructions fermes pour que les bourses soient payées avant le 5 de chaque mois. Ça n'a pas été fait pendant presque 2 ans. Ça pose un problème. Il se rejette la balle. Et j'ai entendu même dire que depuis le mois d'avril, il y a eu 5 milliards qui avaient été décaissés et mis à la disposition du Trésor public. Donc, s'il est vrai que ceci avait été fait depuis le mois d'avril, pourquoi depuis le mois de mai, les bourses n'ont pas été payées? Moi, je pense que, fondamentalement, il faut que toutes les responsabilités soient situées. Il faut que les responsabilités soient situées et quand même qu'on puisse prendre des mesures définitives pour que pareille situation ne se reproduise plus. Mais ce que je voudrais dire aussi par rapport aux franchises universitaires, moi, je pense que les franchises universitaires ne doivent pas être un concept philosophique selon lequel on devra faire également et dire tout ce qu'on veut dans l'université. Ça veut dire que nos frères étudiants également doivent savoir que ce sont eux l'avenir de la nation de demain. Je pense qu'on peut revendiquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais quand même il y a une ligne aussi à ne pas franchir. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines situations, on peut ne plus se contrôler. Dans l'espace universitaire, c'est un espace assez bouillonnant. Mais il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités par rapport à tout cela et que quand même tous les acteurs soient convoqués. Déjà, dans cette semaine ou la semaine dernière, le président de la République a reçu les étudiants de Saint-Louis, ce qui a un peu divisé le mouvement étudiant globalement au niveau du Sénégal. Aussi à leur tour voilà. Par le président. Et ça pose problème. Heureusement que j'ai entendu dans la presse dire que le 25 ou le 26, je ne sais plus la date, le 28, il va recevoir l'ensemble du mouvement étudiant. Ouais. Ça, je pense, c'est une bonne chose. Et lors de cette audience, je pense qu'il faudrait que les gens se disent froidement la vérité dans les yeux. À la sortie de l'audience avec les étudiants de l'UGB, ils sont restés sur leur faim. Mais bien sûr. Ils réclament la départ du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de l'Intérieur, également du ministre des Finances et du Plan, Amadou Ba. Est-ce là une revendication impossible? Certains l'ont dit, notamment dans la presse, certains disent que c'est une revendication impossible, mais on peut le penser ainsi quand même. Pourquoi? Parce que comparaison n'est pas raison, c'est vrai, à l'époque en 68, Senghor l'avait accepté, mais aujourd'hui les contextes politiques sont différents. Aujourd'hui, les ministères dont les étudiants demandent, le départ, ce sont des ministères stratégiques. L'économie et les finances, l'intérieur, vraiment, l'enseignement supérieur. Je ne pense quand même pas que le président de la République fasse cette erreur politique de démettre ses ministres. Ce serait très difficile pour lui. Et je sais qu'aujourd'hui, je n'aimerais vraiment pas être dans sa position, parce que quand même, quand on fait une analyse politique pointue, on sait que démettre ces ministres à l'époque où, à 8 ou 9 mois des élections présidentielles, c'est quand même mettre le doigt dans le feu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si les étudiants maintiennent leur position? Ça, c'est un problème. Et notre année blanche, je pense qu'elle n'est pas quand même souhaitable. Et ça m'inquiète parce que quand on observe de loin les revendications et les positions des uns et des autres, c'est comme si on s'acheminait carrément vers une impasse. Et ça, c'est inquiétant. Il y a aussi le SAES qui est entré aussi dans la danse.
Oui, comme toujours, hein, comme toujours, lorsque les étudiants font un mouvement et se radicalisent, il y a toujours également parce que c'est un mouvement syndical comme les autres. Le mouvement des étudiants, c'est un mouvement syndical, comme également le mouvement syndical des enseignants. Donc les enseignants également, ils disent qu'ils viennent soutenir les étudiants. Mais également, je pense qu'ils mettent également en avant leur intérêt pour pouvoir profiter de cette situation et pouvoir quand même réguler certaines choses. Ce que par contre je déplore dans cette situation, c'est la récupération politique que certains veulent en faire. Je pense que ça également, ce n'est pas bien. Oh ouais. Ce n'est pas bien. Il faut que les hommes politiques sachent que chacun a son combat. Et chacun doit trouver les moyens de réussir sa politique. Il n'est pas bien, il n'est pas moral que les gens veulent profiter de la mort d'un jeune étudiant, malheureusement, pour pouvoir quand même se faire une renommée. Alors, pour terminer ce chapitre sur l'éducation, parce que c'est l'actualité nationale du Sénégal, hein. Donc, quelle solution vous préconisez-vous face à ces multiples conflits qui minent le secteur éducatif au Sénégal et qui a complètement, il faut le dire, hein, paralysé tout le système, hein, depuis des années. Depuis 2012, le système sénégalais est tombé bas. Oui, je pense qu'il faut une réforme en profondeur. Une réforme en profondeur et qu'il y ait beaucoup plus d'adéquation entre les programmes enseignés et quand même nos réalités propres. Et du point de vue institutionnel, du point de vue pédagogique, du point de vue technique, moi je pense qu'il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire. Et pourquoi pas même penser à l'introduction des langues nationales dès l'école primaire. Pas comme on est en train de le faire actuellement. Il y a des écoles tests pour lesquelles on a introduit les langues nationales. Mais je pense qu'il faut quand même... Le système ne répond pas, n'est pas adapté au contexte actuel? Non, je ne pense pas. Il faut le réformer. Je pense qu'il faut quand même reformuler beaucoup de choses. Et même revoir, c'est peut-être idéaliste de ma part, revoir même le système des séries que nous sommes en train de faire. Je l'avais dit lors de ma première émission ici, série A, série B, série S. Pour moi, c'est carrément une vue de l'esprit. Et ça limite quand même l'accès de la connaissance aux gens. Parce que les étudiants ou les élèves sont canalisés, certainement même dans une voie pour laquelle ils pourtant, sont pas. Feu Kebamba disait lors de la leçon inaugurale que le Sénégal, la plupart des pays africains ont besoin de grands ingénieurs, de grands professeurs, spécialisés dans beaucoup de domaines, dans les métiers de l'avenir. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'université, c'est le même système depuis bien avant l'indépendance, hein, parce que l'université de Dakar a été créée en 1958, si ma mémoire est bonne. Donc, ce sont les mêmes facultés, lettres modernes, français, allemand, portugais, espagnol, tout ça. Est-ce que le monde actuel, avec la géopolitique, la configuration de la géopolitique mondiale aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de recours à ces littéraires? Non, moi je pense que la littérature, elle est importante quand même. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse, dans nos pays, consacrer comme tout un département à une langue étrangère. Pourquoi? Il n'y a pas un département de sérère. J'aimerais bien qu'il y ait un département de sérère. Et ce serait une très bonne chose. Mais un département d'allemand, un département d'espagnol, un département de portugais, mais à quoi ça va nous servir? Moi, je pense que ce dont on a besoin, c'est beaucoup plus d'autres choses. Et il est beaucoup plus facile de se développer dans la langue nationale que dans les langues étrangères. Deuxièmement, au Sénégal, on a beaucoup de chercheurs qui ne trouvent pas. Malheureusement. Des chercheurs qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Et ça, c'est le malheur. Il faut une tentative de recherche. Oui, mais quand on recherche, il faut trouver. Et quand on trouve, il faut publier. Il faut faire avancer la connaissance. Moi, je me rappelle, j'ai eu un professeur en première année de droit. Lorsque je venais, il y a un de mes grands frères qui m'avait prêté son cours. Je me suis rendu compte que même les virgules n'ont pas changé. Et même 5 ans après moi, lorsque je revois les cours des étudiants, c'est le même cours. Comment, dans ces conditions, peut-on dire que vraiment, à un certain niveau, quand même s'il est vrai que l'enseignement à l'université, on donne uniquement le minimum, l'étudiant va chercher le reste, mais quand même, il y a un minimum de la part du professeur. Il faut véritablement une réforme en profondeur du système éducatif sénégalais, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je rappelle aux fidèles auditeurs de la radio panafricaine Convergence FM que votre émission Géopolitique Afrique internationale reçoit ce soir les Paul Ndiaye, les spécialistes des questions géopolitiques. Pendant ce temps, il y a aussi un autre sujet qui défraie la chronique et qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est par rapport à notre route à péage.
hein, beaucoup même au niveau de la presse, on se rend compte que c'est l'autoroute l'autoroute de la mort, hein, comme l'a qualifié une des sources que j'avais eu à fouiller. Donc, comment avez-vous analysé tout ça? Parce que je me rends compte que Sénac n'a pas quelquefois respecté les contrats. Ça pose véritablement un problème d'autoroute à péage. Malheureusement, je me rends compte que toutes les conditions, en tout cas du point de vue physique, qui devraient être là pour que quand même les usagers puissent en faire un usage adéquat, ne sont pas là. Et je prendrai pour exemple uniquement l'éclairage. L'autoroute à péage n'est pas vraiment assez éclairée comme on pourrait le souhaiter. Or, dans le contrat, PPE, donc partenariat public-privé, il est dit que la mission globale de la Sénac devrait être la conception, le financement, la construction et l'exploitation de l'infrastructure. C'est-à-dire donc le maintien même de l'infrastructure dans un bon état du MES, à telle enseigne que tous les usagers puissent quand même sentir une différence entre prendre l'autoroute à péage, prendre la route nationale numéro 1. Et malheureusement, je pense qu'à ce niveau, il y a quand même un problème qui se pose. Il y a un problème d'éclairage, il y a un problème de sécurité, il y a également le problème de la cherté qui est décrié par les uns et les autres. Alors, parlons même de la cherté, parce que l'on se rend compte que c'est l'autoroute à péage presque en Afrique, hein, contrairement aux autres pays comme le Maroc et la Tunisie, plus cher. Oui, parce que si vous prenez le tarif de Pékin jusqu'à Sindia, c'est 3 000 francs. C'est 3 000 francs parce que de Pékin à Diamniadio, c'est 1 400. Et après disons de Dakar à AIBD, c'est 6 000 francs. Voilà. Et bon, maintenant, il est vrai qu'avec la pression du président de la République, la FH a quand même diminué 800 francs sur le tronçon Diamniadio à AIBD. Bon, mais ça reste toujours cher quand même. Et ça, quand même, moi, je ne peux pas le comprendre. C'est vrai que FH et la Sénac a le droit d'exploitation à 100% pendant une durée de 30 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, dans le montage financier, on a dû faire en sorte que non seulement l'usager qui prend cette autoroute ne puisse pas en souffrir dans sa poche, mais également qu'au finish, que celui qui a investi dans l'autoroute puisse quand même avoir un retour sur investissement. Mais j'ai comme l'impression que quand même le tarif est assez exorbitant. Et si nous voyons réellement le dossier comme ça a été fait, c'est l'État qui a investi 49%. Ouais. L'État a investi 49%, Eiffage a investi 17%. 17%. Et après, maintenant, il y a des partenaires privés qui sont venus, par exemple, comme la BAD avec 9%, l'AFD avec 11% et la Banque mondiale avec 14%. Donc, en réalité, c'est l'État sénégalais et le contribuable sénégalais qui a construit l'autoroute à péage. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Et maintenant, en retour, l'État a construit l'autoroute, parce qu'on peut le dire comme ça. Ensuite, parce que l'État du Sénégal a investi plus de 87 milliards. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. L'État du Sénégal a investi globalement pour la première phase. La première phase, donc la Banque mondiale a investi 52,2 milliards, l'AFD 40 milliards, la BAD 33,2 milliards, donc pour une longueur de 35 km. Et la Sénac, qui a détenu donc, qui détient, comme je l'ai dit tout à l'heure, 100% par le groupe, qui est détenu à 100% par le groupe FH, a obtenu une concession donc d'exploitation pour 30 ans. Ça, c'était pour la première phase. Pour la seconde phase, d'une longueur de 17 km, donc ce tronçon comprend 14 ouvrages d'art, courant, 40 ouvrages hydrauliques et 3 gares de péage et 17 km de fibre optique. Donc, ceci est réalisé également pour un total de 92,2 milliards de francs CFA, dont 69,2 milliards de francs CFA par l'État. Donc, pour la première phase et la deuxième phase, donc comme vous l'avez dit, l'État a investi presque 87 milliards. Donc, c'est l'État qui a tout fait. La Sénac, avec ses 17%,
véritablement, c'est vraiment minime. Et moi, jusqu'à présent, je ne suis pas peut-être un ingénieur financier, mais quand même, ma raison quand même ne peut pas comprendre comment ce dossier a pu être monté. Avec ces manquements, est-ce qu'il faut revoir tous ces contrats qui ont été signés par l'ancien régime? Je ne sais pas si juridiquement il y a possibilité de revenir sur ces contrats, parce que je n'ai pas vu personnellement les contrats. Par contre, ce dont je suis sûr, je pense qu'on doit être beaucoup plus regardant les années à venir dans les contrats qu'on va signer. Parce que quand même... 30 ans, c'est beaucoup. Hein? 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. Et c'est nous, en réalité, qui allons supporter cette autoroute à péage. Et on n'a pas encore fini. La construction de l'autoroute commence. Donc, on parle de l'autoroute Ila Touba. On projette même dans les documents que j'ai vus que l'autoroute devrait, il y a un tronçon qui devrait aller jusqu'à Bakel, donc à la frontière mauritanienne. Saint-Louis également. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'infrastructures. Les infrastructures, elles sont bonnes. Mais quand même, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Sinon, c'est le contribuable sénégalais qui va toujours en pâtir. Et cela aussi pose la question de la négligence de nos chefs d'État et de nos dirigeants par rapport à toutes ces multinationales qui, quelquefois, comme le disaient les autres, sont là pour, quelquefois, appauvrir l'Afrique. Oui, effectivement, il y a beaucoup de multinationales qui sont là. Et moi, vraiment, il y a des... Je ne voudrais pas citer quelqu'un, mais il y a quand même, dans le domaine du commerce, des gens qui commencent à s'installer partout au Sénégal. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Parce que tout simplement, moi, je pense que... La France est retournée... Oui. Est de retour en force au Sénégal. Hein. Mais bien sûr. Et puis aujourd'hui, détient presque 24% des recettes fiscales. Et ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ces supermarchés, mais le lalo que doit vendre ma grand-mère au marché pour amener 500 francs ou 1000 francs à la maison, on le vend là-bas. On va tuer à petit feu nos petites commerçantes qui sont dans les marchés. Et je pense que ce secteur qu'on néglige est quand même l'un des secteurs les plus importants de la nation. On ne devrait pas quand même regarder des multinationales venir s'implanter et vendre même jusqu'à la plus petite échelle ce qui se vend dans nos marchés locaux. Les produits que nous avons ici, je pense qu'on doit quand même pouvoir les favoriser. Et même elle concurrence nos petites entreprises qui sont là déjà, comme Citidja et les fast-food, et beaucoup d'entreprises qui, à quelquefois, les Sénégalais partaient là-bas pour essayer d'acheter quelque chose, quoi. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème l'Afrique et les multinationales. On s'est rendu compte que peut-être qu'en 2018, 50 ans après, peut-être que beaucoup de chefs d'État qui sont là à l'image de Macky Sall allaient changer la donne, allaient vraiment revoir la manière de signer les contrats, mais on s'est rendu compte que c'est la même rengaine. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant et on a ces temps-ci le problème de Vincent Bolloré, donc en Guinée, avec le terminal du port de Guinée, qui pose un problème. On alloue Vincent Bolloré dans l'offre dans l'appel d'offres était venu en deuxième position. Et pourtant, lorsque le président Alpha Condé est venu au pouvoir, il a dit que Vincent Bolloré, c'est mon ami. C'est mon ami. Donc, il a attribué le marché. Alors que Necotrans était quand même en pole position. Et c'est vraiment après des circuits judiciaires à n'en plus finir. Et aujourd'hui, c'est Necotrans qui est en liquidation judiciaire aujourd'hui qui va en pâtir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que nos dirigeants soient quand même beaucoup plus visionnaires. Beaucoup plus visionnaires. Et qu'ils se disent que toute leur action, l'action qu'ils doivent poser, ça doit être quand même en faveur de nos populations. Et je me rappelle toujours de cette phrase de Thomas Sankara. Si je ne me trompe, je pense que c'était à l'ONU en 84 ou à l'ONU ou à l'OIA, quand il disait aux autres, pourquoi nous devons payer la dette? Oui. On ne doit pas payer la dette parce que vous avez une dette envers nous. Il y a eu l'esclavage, vous nous avez colonisés, et maintenant c'est l'impérialisme, c'est le néocolonialisme. Au contraire, c'est vous qui nous devez, mais nous, on ne vous doit rien. Oui. Et tout notre argent, on le dépose au trésor français.
Parce que le CFA, c'est ça la garantie du CFA. Et maintenant, vous nous dites, on vous prête, et après maintenant, nous remboursons. Et après, vous venez piller nos ressources. Ça pose un problème. Il faut quand même que nos dirigeants puissent se départir de cette vision, entre guillemets, néocolonialiste. Parce que si on ne le fait pas, ce sont quand même nos populations qui vont continuer à en pâtir. Si on le dit, les gens vont dire que c'est un opposant et tout. Non, moi je ne suis pas dans ces trucs-là. Je fais juste une analyse froide de la situation. Et je pense que tout bon Sénégalais, quand même, se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, mais qui changent en défaveur, quand même, du pays. L'Afrique aussi détient beaucoup de ressources naturelles. Parce que presque, nous avons vu l'Afrique des ressources naturelles en termes de coton. Hein, nous avons la réserve mondiale ici. En termes de terre, nous avons presque la réserve mondiale. Peut-être 55% d'uranium, etc. Mais nous rendons compte jusqu'à présent, nous peinons à décoller. Oui, si vous le permettez, je vous donne les chiffres des ressources naturelles de l'Afrique. L'Afrique possède 97% des réserves mondiales de cuivre. Vous vous rendez compte, 97%. 80% de celles de coltan, 50% de celles de cobalt, 57% de celles d'or, 20% de fer et de cuivre. L'uranium et les phosphates, c'est 23%. Le manganèse, 32%. Le vanadium, 41%. Ainsi de suite. Or, ce continent possède également beaucoup de ressources énergétiques. Et du point de vue du tourisme, si on prend des pays comme le Maroc, la Tunisie, comme l'Égypte et le Kenya, et peut-être même récemment le Sénégal qui a commencé quand même à le faire, cette industrie touristique commence à se développer d'une manière remarquable. Mais malgré tout cela, nous sommes derrière. Pourquoi? Ça pose un problème. D'abord, il y a un problème de volonté politique, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on se rend compte que la population africaine est une population quand même qui est très jeune. Qui est très jeune et qui souffre également de l'analphabétisme, parce que ça existe jusqu'à présent, en grande majorité. Mais également du sous-emploi. Et ce sous-emploi, c'est quand même, ça frappe plus les jeunes qui sont en formation. Ça frappe plus les jeunes qui sont en formation. Et ça, quand même, c'est inquiétant. Or, on dit que l'évolution économique de ce continent a connu des hauts et des bas. Pour exemple, au XXe siècle, la croissance économique était de 4,6%. Et lorsque nous sommes arrivés vers les années 60, de 3%. Dans les années donc 70, de 3%. Puis elle a chuté de 2,5% dans les années 90. Donc, aujourd'hui, cette croissance économique, ça pose véritablement un problème. Je disais que l'Afrique, la place africaine est extrêmement jeune. 200 millions de jeunes de 15 à 24 ans, qui représentent donc 20% de la population. Mais si vous avez 200% de jeunes, je disais dans une conférence que l'énorme jeunesse que nous avons ne doit pas constituer une peur pour nous, mais ça doit être un signe d'espérance. Et cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Cette jeunesse a besoin quand même qu'on mette à leur niveau des conditions qui puissent leur permettre non seulement de pouvoir avoir une bonne éducation, mais également de pouvoir avoir une bonne insertion professionnelle. Pas seulement une insertion professionnelle dans les bureaux, mais surtout l'entrepreneuriat. Avant de revenir sur la démographie africaine par rapport aux ressources naturelles déjà, est-ce une malédiction? Je ne pense pas, moi je ne crois pas aux malédictions. Mais avec tout ce potentiel-là... Je ne crois pas aux malédictions, je crois aux mauvaises volontés. Je pense que c'est une mauvaise volonté et un manque de vision. On ne peut pas avoir les plus grandes ressources mondiales du point de vue des matières premières et même du point de vue humain et ne pas pouvoir décoller. Moi, je pense quand même que c'est un manque de vision et c'est une mauvaise volonté. Pourtant, le président Blawal le disait, l'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. Elle s'est laissée appauvrir aussi. Elle a été appauvrie à un certain moment, mais à un moment donné, nous nous sommes laissés appauvrir. Parce que nous avons accepté, on l'a dit tout à l'heure, certains marchés. Certains marchés de gré à gré, au profit de multinationales étrangères et en défaveur de multinationales qui sont au niveau de notre continent.
Donc, je pense qu'on ne peut pas toujours continuer également à dire qu'on nous a appauvris, qu'on nous a squattés. Il faut qu'on prenne nos responsabilités en Afrique. Dans le passé nostalgique du paradis, du passé, quoi, comme le disait le président Sarkozy. Oui. Alors, comment préparer ce grand basculement du monde? Parce que l'on sait que déjà, l'avenir du monde est en Afrique. Toutes les grandes décisions mondiales se prendront en Afrique. Ici, comment préparer ce monde-là, ce grand monde-là, j'allais dire? Il faut préparer d'abord la jeunesse. Il faut préparer d'abord la jeunesse. Vous parlez d'avenir, l'avenir appartient aux jeunes. Et préparer cette jeunesse, c'est d'abord en quoi faisant? Investir subséquemment d'abord dans l'éducation, pas comme on le fait actuellement. Avoir des programmes qui soient adaptés à nos réalités, mais également investir dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je veux dire comme Fou Kebambaye, avoir des grands ingénieurs, oui, des grands professeurs, des grands médecins et spécialisés. Okay. Et on a les ressources. On a les ressources matérielles. Mais l'Afrique a toujours... On a les ressources humaines. L'Afrique a toujours eu de grands intellectuels formés dans les grandes universités européennes, américaines, asiatiques. Mais quel est le problème aujourd'hui? Vous savez, moi, je ne crois même plus aux grandes universités américaines ou européennes. Ça, pour moi, c'est maintenant un délire. Combien de grands cadres sont formés dans ce pays? Ils n'ont jamais quitté le Sénégal, ils n'ont jamais quitté l'Afrique. On peut se former, bien se former en Afrique, être un bon cadre, servir son pays et ne rien envier à celui qui allait faire ses études au Canada, aux États-Unis, à Harvard, je ne sais pas. Ce n'est pas ça le problème. Quel est le problème? Le problème, c'est d'abord un système éducatif défectueux. C'est un manque de vision et de volonté politique, mais c'est un manque également d'encadrement juridique. Mais pourtant, les pères fondateurs, j'allais dire, hier c'était d'ailleurs avant-hier, hier, la célébration, la journée de l'Afrique, la date de la création de l'organisation de l'unité africaine en 1963, le 25 mai. Mais les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Benga, les Tcherere, tous ces grands intellectuels et savants africains ont tracé quelquefois le chemin que nous devrons prendre pour vraiment concurrencer, bousculer, j'allais dire, ces puissances aujourd'hui. Oui, mais après nous avons mal négocié notre indépendance. Comment? Mais l'indépendance dans la communauté, ça c'est une chose que je ne peux pas comprendre. D'accord, vous êtes indépendant, mais vous êtes dans la communauté. Et en attendant, on est indépendant entre guillemets. Depuis l'indépendance du Ghana en 1950 jusqu'à l'indépendance du Cap-Vert en 1975, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Les pères fondateurs ont tracé les voies à suivre. Beaucoup parmi eux, du moins. Mais nous avons laissé l'Afrique balkanisée. Et aujourd'hui, si vous regardez un peu les frontières au niveau de nos pays, et même à l'intérieur de nos pays, ce sont des frontières qui ne reflètent pas nos réalités sociales, qui ne reflètent pas nos réalités culturelles. Moi, je pense que on comprend comment une partie du Sénégal avait été cédée à la Mauritanie. Donc, entre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et les deux Guinées, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de séparation. C'était le grand empire mandingue et le grand empire du Gabou. Là, ça, c'est ce qui a été fait. C'était hier, mais on ne peut pas continuer toujours à regarder le passé. Non, je ne regarde, les réalités. Je ne regarde pas le passé. C'est parce que vous avez dit que les pères fondateurs avaient tracé. Moi, j'ai fait en fait une petite jeunesse. Je parle de la génération, les pères fondateurs, vous, la génération actuelle. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que nous prenions d'abord nos responsabilités. Qu'il faut d'abord qu'on ait le courage de nos idées, mais qu'il faut qu'on pose des actes concrets. Qu'on ne soit pas seulement à la solde. Je prends l'exemple du Sénégal. Oui. En 2012, les gens avaient cru que Macky Sall était né après les indépendances. Ça a été vraiment... L'euphorie. L'euphorie. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la France, peut-être, Abdawad avait fait ce qu'on appelle la diversification des investissements et économiques. Mais aujourd'hui, Macky s'est retourné en France. On a vu le retour de la France dans tous les secteurs d'activité. Mais quel président aujourd'hui, quel dirigeant africain pour porter ce combat
En tout cas, c'est ce que je cherche en vain. Un dirigeant africain qui puisse porter vraiment ce combat. Parce que tous les dirigeants africains qui devaient pouvoir porter ce combat, on les a éliminés. On les a éliminés un à un. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un système qui ne permet pas de... Mais moi, je pense que c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on ait le courage de sortir des sentiers battus. Il ne suffit pas d'être né avec les indépendances ou après les indépendances. Le problème, c'est d'avoir un esprit ouvert et d'avoir le courage de sa politique également. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir le courage de couper les ponts avec l'ancienne administration coloniale qui est toujours là. Mais également qu'il puisse y avoir quand même une certaine collaboration entre nous, pays africains. Et ça manque. Ça manque. Vous avez parlé de la jeunesse africaine. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas assez de moyens suffisants, financés d'abord, pour maîtriser sa démographie. C'est un problème. Nous avons vu chaque jour des jeunes Africains qui quittent le continent à la recherche de l'année meilleure en Europe ou un peu partout. Moi, je pense que quand même, nous pouvons maîtriser notre démographie. On n'a pas un problème de démographie. Parce que d'abord, on n'a pas un problème d'espace géographique. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens disent que nous sommes nombreux. Les Chinois sont plus nombreux que nous. Et ils n'ont pas ce problème-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce problème de maîtrise de notre démographie, mais c'est parce que tout simplement, les actes que nous devrions poser pour pouvoir quand même mettre nos jeunes dans de bonnes conditions, on ne le fait pas. Et ça, c'est ça qui pose le plus de problèmes. Alors, je rappelle aux Africains d'ici et de la diaspora que votre émission Géopolitique Afrique internationale reçoit Léopold Ndiaye. Alors, nous allons entamer certainement la dernière partie de l'émission. Nous allons parler de la zone de libre-échange continentale. 44 pays ont signé ces accords. Beaucoup d'économistes ont estimé que ceci permettra à l'Afrique vraiment de décoller, de favoriser le commerce intra-africain. Quelle analyse faites-vous? Oui, quand même, en soi, la zone de libre-échange économique n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui m'inquiète seulement, c'est qu'il y a quand même une dizaine de pays qui ont refusé de signer l'accord. Et ce ne sont pas des moindres, comme le Nigeria, par exemple, et l'Afrique du Sud. Donc, ne serait-ce que ces deux pays, quand même, ce sont des pays qui pèsent dans la balance économique de l'Afrique. Et ils n'ont pas voulu signer, ces accords. On comprend un peu bien le président Buhari, qui a été peut-être un peu pris dans un étau avec ses multinationales au niveau du Nigeria, qui ne pense pas pouvoir se retrouver quand même au niveau de cette ZLEC. Mais il y a quand même quelques avantages parce que on parle de lever les barrières entre les pays. Donc, parce qu'on a beaucoup de barrières économiques au niveau des pays africains. Et nous pensons que cette ZLEC va créer un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Donc, si vraiment toutes les conditions sont mises en place, je pense que ça peut permettre d'avoir une ouverture au niveau des pays. Mais il faudrait qu'on crée ce qu'on appelle des champions nationaux au niveau de chaque pays, qu'il y ait quand même dans un domaine un champion industriel qui est là-bas et qui puisse quand même y avoir des échanges avec ses autres homologues au niveau continental. Mais il y a quand même des limites dans le contexte africain. On a dit qu'il y a 1,2 milliard de consommateurs, c'est vrai, qui peut stimuler l'industrialisation de l'Afrique, mais le problème qui se pose, c'est d'abord les moyens qui doivent pouvoir suivre pour que cette industrialisation puisse se faire. On ne peut pas industrialiser l'Afrique si d'abord, du point de vue tarifaire, du point de vue douanier, du point de vue des impôts et tout, on ne facilite pas quand même l'accès à nos industries nationales. Et ça, c'est un problème. Il y a aussi un déséquilibre entre les pays, comme les entreprises marocaines ne peuvent pas concurrencer la majeure partie des entreprises sénégalaises. Est-ce que, dans ce cas précis, que doit faire le secteur privé sénégalais? Le secteur privé sénégalais devra se battre. Il devra se battre, ce n'est pas évident, bien sûr, mais il faut que les gens comprennent que
dans cette ZLEC, il y aura toujours quand même des secteurs et des industries qui seront défavorisées. Nous avons noté le grand retour du Maroc. Bien sûr, bien sûr. Le Maroc fait un retour en force. Et je pense que ce retour en force va quand même continuer. Ça va continuer. Parce que tel qu'on voit les choses évoluer, le Maroc, je pense qu'il n'a pas l'intention quand même de reculer. Mais il faut quand même cette volonté politique dont je parle toujours, je pense quand même qu'il le faut pour que les choses puissent quand même aller de l'avant. Alors, la dernière question, le technicien me signale que l'émission, le temps qui nous est imparti est fini. L'Afrique fait face aujourd'hui à beaucoup de défis, notamment défis sécuritaires. Vous avez vu au niveau du Mali, nord du Mali, au niveau de la bande sahélo-saharienne, c'est devenu une crise sans précédent qui a rendu beaucoup de pays africains vulnérables en termes de sécurité. Alors, quelle solution aujourd'hui pour faire face à cette nouvelle forme de guerre qu'est le terrorisme? Je pense que le terrorisme a pris de nouvelles formes. Qui commencent d'abord par des groupuscules au niveau des nations, au niveau des pays. Mais également, le terrorisme s'est industrialisé. Il y a eu quand même la piraterie également qui a favorisé ce terrorisme. Maintenant, moi je pense que la lutte contre le terrorisme demande quand même beaucoup de moyens dont on ne dispose pas, honnêtement. Ça signifie qu'à ce niveau, nous avons besoin quand même de la communauté internationale pour faire face à cette flambée de terrorisme que nous connaissons. Au Mali, nous avons vu la force MINUSMA, il y a la force Barkhane, il y a la force spéciale conjointe. Aujourd'hui, on parle à la force Serval, on parle du G5 Sahel, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution de sortie de crise. Oui, c'est parce que aujourd'hui, les anciennes formes de lutte contre le terrorisme ne marchent plus. D'abord, au niveau du Mali, par exemple. Mais les combattants qui sont sur le terrain maîtrisent mieux le terrain que les casques bleus qui sont là-bas. Donc ça pose un problème. Et il faut couper, je pense quand même qu'il faut couper les choses à la source. Il faut couper les choses à la source. Et il faut des forces conjointes, notamment aussi bien au niveau de l'Afrique qu'avec les forces internationales, pour pouvoir quand même venir à bout de ce terrorisme, qui, je l'ai redit tout à l'heure, a pris d'autres formes, notamment avec la cybercriminalité. Et ça pose un problème. L'Afrique peine aussi à prendre en charge sa propre sécurité. Il faut faire toujours l'appel à la communauté internationale, à la France, aux États-Unis, à d'autres pays. Comment doit-on préparer nos forces de défense et de sécurité pour faire face à cette nouvelle forme? Moi, je pense que je n'ai pas de doute par rapport à la capacité de nos forces de prendre, de pouvoir quand même faire face à tous ces problèmes de sécurité. Mais on peut avoir la capacité technique et ne pas avoir les moyens de l'exécuter. Ce sont les moyens qui posent problème, notamment les moyens financiers pour faire face quand même à ce terrorisme. Mais nos forces de défense, je pense quand même, elles sont assez outillées techniquement pour pouvoir faire face à ce terrorisme. Merci. Es-tu optimiste pour une Afrique peut-être un jour indépendante? Je suis toujours optimiste. Et politiquement. Je suis toujours optimiste, ça viendra toujours. Et j'ai quand même une grande foi dans les générations actuelles et les générations à venir. Je pense quand même qu'un jour, l'Afrique, le 3e millénaire, il est africain, ça j'en suis convaincu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission Géopolitique Afrique internationale. Merci